Eh bien, mesdames et messieurs, nous pouvons nous féliciter. Bien sûr, je touche du bois, tout peut arriver, mais l'accord avec l'Iran a été annoncé. En plus, le jour de l'anniversaire de Trump. Pourquoi cette victoire, même sans la signature d'Israël, sans les objectifs formels atteints? Aujourd'hui, c'est le 14 juin, le jour de l'anniversaire de Donald Trump. La guerre, qui a duré 107 jours, a trouvé une première issue formelle. Le Premier ministre du Pakistan, Shahbaz Sharif, a annoncé qu'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran avait été conclu. Les deux parties ont annoncé un cessez-le-feu immédiat et permanent des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban. Y compris le Liban. Quelques minutes plus tard, Donald Trump a écrit sur Truth Social « L'accord est conclu. Félicitations. J'autorise l'ouverture sans droit de douane du détroit d'Ormuz et la levée immédiate du blocus naval américain. Navires de la paix, démarrez vos moteurs, que le pétrole coule. Il y a un point assez amusant. J'autorise l'ouverture sans droit de douane. Donc, ils y sont allés, eh bien, les Iraniens ont rassemblé. Eh bien, il autorise. Trump aime montrer qu'il est le chef, le grand patron. C'est arrivé exactement le jour de l'anniversaire de Trump, et je dois un peu me vanter. Cela fait déjà plusieurs mois que je dis que la guerre, sa phase active, se terminera d'ici la fin mai. Mais au plus tard, avant le 15 juillet, comme vous l'aurez compris, ce n'était pas de simples paroles, mais une prévision clairement calculée des événements qui devaient se produire afin de vaincre les démocrates en novembre. Eh bien maintenant, allons à l'essentiel, et suivons notre règle, les faits séparément, la version inventée des pensées séparément. Ça, c'est un fait. Des déclarations faites et confirmées par des sources indépendantes du Times of Israel, de CBS, d'Action, d'AP et de News Nation. Trump a autorisé la levée du blocus. Le vice-ministre des Affaires étrangères d'Iran, selon les médias d'État iraniens, a confirmé la finalisation du texte. Et la signature aura lieu le 19 juin en Suisse. Pour une raison quelconque, il est écrit électroniquement, je ne comprends pas très bien. Eh bien, cela signifie que certains seront peut-être en Suisse, d'autres à la Maison-Blanche, d'autres encore ailleurs. Mais le lieu officiel annoncé est la Suisse, le 19 juin. Le texte lui-même n'a pas encore été publié. Les détails nous sont inconnus. Il y a quelques heures, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'y aurait pas de signature. Autrement dit, pour l'instant, il s'agit de déclarations coordonnées des politiciens et non de documents vérifiés. Maintenant, l'essentiel, c'est pourquoi il vaut la peine de regarder cet accord avec lucidité. Les accords seront presque certainement violés. Qui demandez-vous? C'est simple, tout le monde. Voici la faille principale. Israël n'a pas participé aux négociations et n'a rien signé. Cela signifie que toute frappe israélienne, et il y en a déjà eu dans les banlieues sud de Beyrouth, l'Iran l'utilisera comme prétexte. Voilà. Téhéran commencera à exiger qu'Israël rejoigne la trêve, il va traîner, gêner, brandir la menace de fermer à nouveau le détroit d'Ormuz. Cette menace restera présente. Son seul levier reste la pression sur les prix mondiaux, menace qu'il brandira régulièrement. Mais cela aussi, et c'est fondamental, tout cela est relativement peu important. Vous allez me dire, comment ça? Parce que le véritable objectif, à partir d'aujourd'hui, ne se trouve pas à Téhéran, mais dans la conscience de l'électeur américain. Et c'est là que Trump a gagné, je dirais, sur les 3 points à la fois. Essayons d'analyser, d'accord? Premièrement, l'électeur, oui, je parlerai un peu plus tard d'Israël, de la position, des sentiments et de tout le reste. Je vais d'abord parler de l'Amérique, puis d'Israël. L'électeur doit croire, notre électeur qui ira aux urnes en novembre, que Trump ne voulait pas d'une guerre longue. L'annonce d'aujourd'hui, c'est exactement ce que ça dit. 107 jours les gars, 107 jours de quoi parlez-vous? Et point final, la guerre est terminée sur son ordre. Deuxièmement, l'électeur doit voir que Trump se bat pour faire baisser le coût de la vie. Le détroit d'Ormuz est fermé depuis début mars. L'essence et le gaz ont augmenté. Un détroit ouvert et du pétrole qui circule, c'est une baisse directe des prix à la pompe. Que le pétrole coule, ce n'est pas principalement une question de navire, c'est une question de tickets de caisse au supermarché, donc avant novembre. Troisièmement, l'électeur doit s'assurer que Donald Trump n'entraîne pas le pays dans de nouvelles guerres.
Et cet accord est la preuve qu'il sait comment sortir d'une guerre, et pas seulement, comme on dit, y entrer. Et il y en a un quatrième. Un point extrêmement subtil pour l'aile droite. Cette partie de la base est depuis longtemps préoccupée par l'idée que Trump est influencé par Netanyahou et le lobby israélien, ce qui l'amène à faire la guerre pour des intérêts étrangers au détriment d'America First. La décision d'aujourd'hui est probablement la meilleure réponse. Trump a conclu un accord qu'Israël n'a pas signé et dont les responsables israéliens se disent ouvertement mécontents. Cela montre clairement que pour Trump, les intérêts des États-Unis sont plus importants que les exigences d'un allié. C'est exactement le genre de signal que la frange anti-guerre de son électorat attendait. Abordons les objectifs formels. Officiellement, ce n'est pas fait. Presque rien de ce que nous avions envisagé ou souhaité n'a été réalisé. Oui. Le programme nucléaire subsiste, les missiles balistiques existent toujours, le régime reste inchangé. Beaucoup qualifieront cela d'échec, mais c'est une vision très superficielle. Mesdames et messieurs, c'est une vision très superficielle. Beaucoup penseront ainsi, car ce n'est pas leur domaine. Ils manquent de temps et agissent qu'au par émotion. Laissez-moi vous lire quelque chose maintenant. Pendant que je travaillais sur cet épisode, j'ai reçu un email. Je vais vous le lire. Bon, je vais un peu le raccourcir, mais je ne vais rien enlever d'important de ce que mon auditeur m'a écrit. Je ne vais rien jeter, rien omettre. Je ne mentionnerai pas non plus son nom. Voici ce qu'il m'a écrit. Je vais maintenant lire, comme on dit, le texte tel quel, d'accord ? En tant qu'Israélien vivant aujourd'hui au Canada, jusqu'à aujourd'hui, j'espérais que Trump, que je soutenais et avec qui j'étais d'accord sur toutes ses actions concernant l'aide à Israël. Donc il est israélien et il était d'accord avec le fait que Trump aidait Israël. D'accord. En ce qui concerne les valeurs traditionnelles et le bon sens, je ne peux pas comprendre son acte d'aujourd'hui. En liant les mains d'Israël, en interdisant à Israël de détruire la peste islamique, en ne permettant pas, tout à fait légalement selon toutes les réglementations internationales, de détruire le Hezbollah et en interdisant de se défendre contre les missiles balistiques iraniens, Trump ressemble à un simple marchand. Je trouve incroyablement étrange qu'une personne qui, disons, est traditionnellement de droite, ait écrit cela. Bon, d'accord, essayons de le dire. C'est la première partie de la lettre. Je vais répondre à quelques points ici, puis je continuerai. Il me semble que tout ce qui est écrit ici concernait des présidents comme Carter, Ronald Reagan, Clinton, Obama, Bush père, Bush fils, enfin, à tous, non ? Est-ce que cela veut dire qu'ils ressemblent tous à de simples commerçants ? Et que signifie ressembler à un simple commerçant ? D'accord. La deuxième chose. Comment, cher auditeur, pensez-vous qu'Israël pourrait éradiquer la peste islamique ? Même s'il entend par là, cher auditeur, détruire l'armée, le corps d'Iran, et non pas toute la peste islamique, je ne comprends pas comment les armes israéliennes pourraient atteindre 300 mètres sous les roches basaltiques, et comment Israël pourrait le faire. Les pays du Golfe Persique permettront tout ce qu'il faut, les bombardements afin de détruire la direction de l'Iran. Le fait est qu'en réponse, l'Iran commencera à bombarder les gisements de gaz et de pétrole de tous ces pays, ce qui les obligera immédiatement, et bien dans un avenir prévisible, à rompre leurs relations avec Israël. Et à se mettre, comme on dit, à défendre leurs frères musulmans. Que cela nous plaise ou non. Est-ce honnête ? Est-ce juste ? Je ne sais pas. Ma réponse immédiate, non, ce n'est ni honnête ni juste. Mais personne, à part votre mère et la mienne, ne nous a promis que la vie serait juste. La justice, c'est une grosse massue dans les mains. Et aujourd'hui, la plus grosse massue n'est pas entre les mains d'Israël. Et quand vous n'avez pas la plus grosse massue, vous devez jouer selon les règles de celui qui l'a. Regardez l'Ukraine, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Ils n'ont pas pensé que la Russie avait une grosse massue. Et que se passe-t-il là-bas en ce moment ? Environ 1 million de morts et 6 ou 10 millions ont quitté le pays à cause de la guerre. Ils n'ont pas pensé à leur attitude dans la satire, celui qui tient une grosse matraque. La Russie a-t-elle raison ? Non, elle a tort. Qui souffre ? L'Ukraine. Pourquoi ? Parce c'est la même chose que ce que vous disiez. En fait, ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste. Eh bien, ce n'est pas honnête, ce n'est pas juste, mais vous avez perdu 1 million de personnes.
Si vous ne tenez pas compte de cela, ça se passera mal. On va vous faire très mal. Bon, continuons. Donc, à la fin de cette lettre, Louis Trump. En essayant de prouver au monde entier qu'il peut conclure absolument n'importe quel accord. À mes yeux, il a l'air pitoyable en suppliant l'Iran de ne pas attaquer Israël, et, je le répète, en interdisant à Israël de se défendre. Non, il n'interdit pas à Israël de se défendre. Bon, d'accord. Allez jusqu'au bout, puis je répondrai. Les démocrates font avancer leur idéologie folle. Trump s'est mis dans une impasse en essayant de prouver qu'il peut négocier absolument sur tout. À mes yeux, c'est la même idéologie folle, c'est-à-dire comme celle des démocrates. Les démocrates ont une idéologie folle, et Trump a la même idéologie folle. Bon, eh bien, l'Iran ne veut pas négocier. Israël n'a pas besoin d'une aide qui ne lui permet pas de défendre ses intérêts et ses droits. Plus précisément, un seul droit, le droit à la vie. J'aimerais entendre votre point de vue sur la honte absolue d'aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on me demande mon avis, mais de l'autre, on pose tout de suite une étiquette. C'était une honte absolue. Bon, essayons quand même. Donc Trump s'est mis dans une impasse. À mes yeux, c'est la même idéologie folle. Eh bien, Israël n'a pas besoin d'une telle aide, il n'a pas besoin de cette couronne de cette affaire, quand on ne lui permet pas de défendre ses intérêts et ses droits. Alors, qui a une idéologie folle? Trump, c'est ça? Mais lui, il n'a qu'une seule idée. Vis et laisse vivre les autres. Ne t'occupe pas de mes affaires, je ne m'occuperai pas des tiennes. Si tu es bien avec moi, je le serai aussi. Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi cette idéologie serait-elle folle? Il y a 2100 ans, il y avait un homme que je mentionne souvent, Rav Hillel. C'est exactement ce qu'il a dit. Il vivait, eh bien c'était un juif qui vivait à Babylone, pas très loin d'Israël. Qu'a-t-il dit? Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas subir toi-même. Il l'a formulé un peu autrement, non? Voilà, mais c'est exactement la même idéologie chez Trump. En quoi est-elle folle? Alors toute la Torah israélienne serait folle, parce qu'elle est basée sur cette idéologie. Maintenant, à propos de cela, et oui, je suis au courant, c'est-à-dire, pour ainsi dire, j'ai, comme on dit, lu, étudié. Mais pas vraiment, Crovin, pas comme ça, mais très superficiellement. Mais justement, très superficiellement, c'est ce qui est écrit dans la Torah. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Maintenant, concernant le fait qu'Israël n'a pas besoin de ce type d'aide, n'est-ce pas? Si Israël veut défendre ses intérêts et ses droits de manière indépendante, sans la participation ni le soutien des États-Unis, il en a parfaitement le droit. Mais pour une raison quelconque, il n'y a jamais eu un seul dirigeant de l'État d'Israël, y compris Ben Gourion, Golda Meir, Pérez, Rabin, Sharon. Aucun d'entre eux n'a jamais exprimé une telle idée. Mais je pense qu'ils ne sont pas très intelligents. Ou alors ils sont fous, eux aussi. Maintenant, parlons de la honte absolue d'aujourd'hui. Vous savez, j'ai peur que vous n'ayez pas compris ce qui s'est passé. Laissez-moi essayer de vous expliquer sans vouloir offenser, rabaisser ou quoi que ce soit. Je comprends l'émotion qui est apparue, d'accord? J'essaie juste de vous montrer que l'émotion n'est pas un bon guide, n'est-ce pas? Voilà. Je pense que vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'est passé. Laissez-moi quand même essayer de vous expliquer, à vous et à ceux qui pensent ainsi, l'essence de ce qui se passe. C'est exactement ce que je fais réellement. Par exemple, vous dites que vous savez réparer des avions, construire des voitures ou fabriquer des grilles de pain, n'est-ce pas? Ou bien vous êtes conducteur de tramway. Et vous savez conduire des wagons sur rails. Je ne vais pas vous expliquer comment conduire des wagons sur les rails. Mais je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe, car lorsque vous ne voyez que 5% de ce qui se passe, 95% vous échappe. Ce n'est pas seulement vous. Moi non plus, je ne vois pas tout. Oui, je me base simplement sur d'autres signes. Je peux encore en tirer 15 ou 20 de plus. Donc vous surveillez la main droite. Et moi j'ai été formé professionnellement à surveiller la main gauche. Parfois c'est l'inverse. L'action vient de la gauche, il faut surveiller la droite ou même une troisième main. Il faut regarder ce qu'on cache, pas ce qu'on montre. Alors que fait-on? Ou qu'est-ce qu'on prévoit de faire? En réalité, l'essentiel a déjà été accompli par des moyens militaires.
Le secteur de la production, le potentiel de l'Iran ont été détruits. Sa flotte, une grande partie de son armée, ont été détruites. Les laboratoires pouvant rapidement doter le pays de l'arme nucléaire ont été éliminés. Autrement dit, l'infrastructure qui donnait à l'Iran une chance de faire un bond rapide a été physiquement éliminée, et aucun document ne le mentionnera. Et oui, cela a été fait conjointement par Israël et les États-Unis. Puis débute un long travail. Ce n'est pas une pause qui repousse le problème à plus tard. C'est une véritable refonte du Moyen-Orient. Et nous avions besoin de ces 5 années. Nous espérions peut-être que ça changerait, que ça évoluerait. Mais au minimum, nous savions aussi pour les grottes. Nous savions aussi pour Horma. Nous avions besoin d'obtenir ces 5 années de répit. Voilà pourquoi. La véritable refonte du Moyen-Orient commence. Les 5 prochaines années seront consacrées à réorganiser la région de manière à ce que l'Iran n'ait plus jamais la possibilité de dicter au monde qui peut passer par le détroit et qui ne le peut pas. Et donc décider de tirer sur Israël ou ailleurs à l'aide de ses proxys, ou de ne pas tirer. L'accord n'est pas la fin de la guerre. Ce n'est pas non plus une capitulation des objectifs. C'est le passage de la phase des frappes, qui est terminée et dans laquelle chacun a atteint ce qu'il voulait, le minimum, oui, pas le maximum, le minimum, à la phase de consolidation du résultat. Car pour le résultat, il importait peu d'atteindre le minimum ou le maximum. Le maximum aurait été préférable. Donc même si certains pensent que les objectifs n'ont pas été atteints, en réalité l'essentiel a été accompli. La menace militaire, je veux le redire, la menace militaire a été écartée par la force. Le levier économique revient sous contrôle, et le capital politique à l'intérieur des États-Unis est au maximum. Et alors, qu'est-ce que c'est ? C'est agréable, justement le jour de l'anniversaire de Trump. Mettons les bulletins de côté pendant 5 minutes et imaginons quelque chose. Imaginons le Moyen-Orient dans 5 ans. Les accords d'Abraham ne sont plus signés seulement par 3 ou 4 pays, mais par presque tout le Golfe Persique, ou même par tous. Et voici une surprise qui change tout. Le Pakistan les a rejoints. Apparemment, il va les rejoindre. Le monde sunnite et Israël ne sont plus des ennemis par défaut, mais plutôt des partenaires, par intérêt. Un mariage de raison. Oh, c'est bien mieux que par amour. Parce que quand on aime par amour, on peut cesser d'aimer. Mais par intérêt, si le calcul est bon, ça marche. Un oléoduc passe par le territoire d'Israël et de l'Arabie saoudite. Des contournements ont été construits autour du détroit d'Ormuz, et les pays du Golfe n'ont plus besoin de transporter leur pétrole, leur gaz, leurs engrais en passant par l'Iran. Sous la menace de ces batteries côtières. Le goulet étroit par lequel Téhéran tenait la moitié du monde à la gorge depuis des décennies a simplement cessé d'être un goulet. C'est toujours un goulet, mais comme on dit, plus personne n'en a rien à faire. On l'a contourné avec des pipelines et des routes. Et pour ça, il nous faut 5 ans. Si vous ne comprenez pas ça. Et pour contrebalancer la ceinture et la route chinoise, une autre route a été construite. Une grande route, une route de l'Inde à travers le Moyen-Orient jusqu'en Europe. Et vous remarquerez qu'elle contourne l'Iran. La Chine a terminé sa route de l'Asie vers l'Europe, mais elle n'est plus aussi nécessaire, parce qu'une deuxième route parallèle a été construite à côté. Pas la sienne. Et maintenant, le plus intéressant. Les 100 milliards de dollars que l'Arabie saoudite comptait investir dans sa propre Silicon Valley chez elle ont bien été investis. Mais au juste, dans qui cet argent a-t-il été investi ? Pas dans des tours vides plantées dans le sable. Avec cet argent, des centaines, voire des milliers de co-entreprises ont vu le jour. Le capital saoudien plus les brevets israéliens. Les cerveaux israéliens vont et viennent sans cesse, c'est tout proche. Les technologies d'Israël se développent désormais dans les pays sunnites. Les gens vivent en Israël. La majorité des Juifs y vivent. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une autre population là-bas où les Juifs seraient à nouveau en minorité. Il y a une frontière. Mais les Juifs circulent librement, construisent, agissent et commercent dans toute la région. Ici, l'argent de certains a croisé les idées d'autres, et les deux camps ont enfin cessé de se tirer dessus et ont commencé à gagner de l'argent. Et qu'en est-il de ceux qui vivaient dans la destruction ? L'Iran est affaibli après 100 jours de guerre et ne finance presque plus ses tentacules dans la région.
L'argent continue de parvenir à ses proxys, mais au compte-gouttes, pas comme un fleuve. La Russie a en fait quitté le Moyen-Orient. Il ne reste plus qu'un fil reliant Moscou à Téhéran exsangue. Deux acteurs qui, se nourrissant du chaos local depuis des décennies, se retrouvent maintenant les mains vides. Eh bien, vous savez ce qu'il advient de ceux qui misent sur le malheur d'autrui. Eh bien, voici une idée sans laquelle cette image n'est qu'un bel emballage. Certains diront « Bon, Trump est arrivé, il a renégocié, puis Trump est parti, le pouvoir a changé. » À la Maison-Blanche, on passe des républicains, disons, aux démocrates, ou à un républicain modéré, ou encore à autre chose. Et tout est revenu en arrière, comme cela s'est toujours passé. Eh bien non. C'est tout le sens de la chose. C'est tout le sens de cette attaque, de cette destruction. Cette trêve ne reviendra pas en arrière. Et comme me disait mon ami, « Tu as tort, voici pourquoi. Donc vous avez tort, voici pourquoi. » Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas une faveur personnelle d'un président que le prochain annulera d'un simple coup de stylo, n'est-ce pas? C'est une structure. C'est une alliance des sunnites entre eux et avec une puissance extérieure, le Pakistan. Des pipelines déjà posés dans le sol, des routes déjà empruntées par des marchandises, des usines qui fonctionnent déjà, des brevets communs qui rapportent déjà aux deux parties. Ils gagnent de l'argent, les deux parties gagnent de l'argent. Ce n'est pas une trêve qui dépend de l'humeur. Messieurs, c'est ce que nous voulons. Cela est né de 100 jours de guerre et des accords conclus à l'issue de celle-ci pour y mettre fin. Une telle paix prend racine. Eh bien, on peut élire une administration, mais on ne peut pas déchirer à nouveau une économie déjà réunifiée. Trop de gens ont intérêt à ce qu'elle survive. C'est alors que le Moyen-Orient révèle ce pourquoi, semble-t-il, Dieu l'a conçu. Il cesse d'être un baril de poudre éternelle et devient ce qu'il aurait toujours pu être. Ce qu'il a toujours été, un producteur d'idées. D'où viennent toutes les idées du monde, messieurs? Eh bien, de là aussi. Les pays s'appelèrent simplement autrement. Les villes s'appelaient autrement. Mais les idées mondiales venaient fin de là. Les technologies sont venues d'Europe. Probablement aussi avec la participation de ces personnes souvent mentionnées péjorativement, ceux au grand nez. Les bossus. Comment on m'appelait encore? J'ai oublié. Les nasillards. Ah oui, les nasillards. Donc, la technologie ira à 1,5 milliard de personnes autour. Messieurs, ce n'est pas l'Europe. Ces gens-là ont besoin de tout. 1,5 milliard de personnes qui ont pratiquement besoin de tout. Et ces gars et ces filles ont une chose très importante. Ils ont de l'argent. Énormément d'argent. Il leur manquait une seule chose. Ou plutôt deux choses. Arrêter de se battre et avoir près d'eux des gens compétents. Qui leur construirait tout cela avec leur argent issu de leurs terres, n'est-ce pas? Je le répète, les dirigeants là-bas ne sont pas idiots. Ils comprennent tout. Comment cela va-t-il se répercuter? L'Amérique, le marché et les alliés dans un lieu de guerre éternelle, qu'elle a payé avec du sang et des dollars. Oh, combien d'argent l'Amérique y a investi. L'Inde joue donc le premier rôle sur cette nouvelle voie. Sortir de l'ombre de la Chine. Pour la première fois depuis une génération, le Pakistan a intérêt à faire la paix avec le Conseil et l'Inde, car ils se retrouvent dans le même camp, celui des Américains. Dans le camp juif. Et il n'est plus avantageux pour eux de se disputer. Eh bien, il ne leur sera pas avantageux de se disputer. Alors pourquoi devrions-nous nous disputer si cela ne nous profite pas? Pour la Chine, ce n'est pas une catastrophe, mais c'est la fin du monopole. Son chemin n'est plus le seul. Et pour la région elle-même, mesdames et messieurs, c'est une chance. Voilà un vrai cadeau d'anniversaire. Ce n'est pas une prédiction, mais une invitation. Une carte que l'on peut déjà tracer. Parce que comme nous l'avons dit au début, l'avenir appartient non pas à ceux qui haïssent le plus fort, mais à ceux qui construisent. Comme on disait en Orient, n'est-ce pas? Pour parcourir 1000 lits ou lianes, je ne sais pas comment ils appelaient en ça, n'est-ce pas? Que faut-il faire pour avancer? Faire dans la bonne direction. Le premier pas. Tout commence par là. Et si le Moyen-Orient l'a compris, alors n'importe qui peut le comprendre. J'espère vraiment que nous pourrons le comprendre ensemble. Mais surveillez deux indicateurs,
le véritable mouvement des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz et le texte publié le 19 juin. Si des navires passent, cela signifie que l'accord est toujours en vigueur. Dès qu'un document apparaîtra, la version deviendra un fait. C'est tout, mesdames et messieurs. Séparons-nous, et j'espère vraiment avoir de très bonnes nouvelles dans un avenir très proche.